Sans plus tarder, je vous résume la présentation d'aujourd'hui. Alors donc, dans un premier temps, le respect des exigences légales par le comité. Jusqu'où peut-on aller dans l'émission des critères de sélection? Critères d'admissibilité versus critères de conformité, des questions qu'on se pose souvent en comité, et même avant, évidemment, de faire le devis. L'enquête dans l'analyse des soumissions et la tenue de dossier par le comité de sélection. Alors, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle loi depuis 2008, la loi sur les contrats des organismes publics. On va traiter spécifiquement, évidemment, du règlement sur les approvisionnements, les contrats d'approvisionnement aujourd'hui. Évidemment, on fera référence aux autres règlements une fois de temps en temps, mais on met le focus sur le règlement sur les contrats d'approvisionnement. On va également parler de la politique ministérielle qui a été révisée, je pense, en juin 2010, de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d'approvisionnement. Il y a quelques mentions dans cette politique-là qui fait état de dispositions qui s'appliquent au comité de sélection. Le but aujourd'hui, évidemment, c'est de mettre l'accent sur les principes, sur les quelques décisions seulement qui ont été rendues depuis 2008 qui concernent la nouvelle loi. Je pense qu'on va convenir ensemble qu'il y aura quelques éléments qui vont demeurer en suspens, mais lors de la période de questions, on va vous inviter évidemment à poser vos questions, vos commentaires pour pouvoir échanger, et je pense que c'est un sujet fort d'actualité. Alors, le comité de sélection dans le processus décisionnel de l'établissement, alors évidemment, constitution obligatoire d'un comité. Évidemment, si le seuil d'appel d'offres c'est supérieur égal au seuil d'appel d'offres, évidemment, on peut aller en appel d'offres public et on n'est pas nécessairement en haut du seuil de 100 000 $, mais si tel est le cas, il y a la constitution obligatoire d'un tel comité. Vous avez une composition obligatoire du comité, et ça, je vais m'y attarder un petit peu plus longuement parce qu'il y a un volet à analyser en fonction de la composition du comité. Alors, ce que la politique, le règlement, nous dit, c'est un secrétaire chargé d'en coordonner les activités et au moins 3 membres. Alors, premier élément, au moins 3 membres, ça veut dire qu'il peut y en avoir plus. On n'en voit pas souvent dans les établissements, mais il pourrait y avoir dans certains dossiers des situations où on veut avoir plus que 3 membres. Alors, c'est au moins 3 membres. Alors donc, il y a une décision qui doit être prise qui doit être prise à cet effet-là. Je vois des gens, peut-être qui cherchent, il y a des places assises ici tout à l'avant. Il y a une table de libre. Donc, au niveau de la politique, ce qu'on mentionne, au niveau de la composition, absence de lien hiérarchique d'emploi entre les 3 membres. Et ça, c'est seulement pour le contrat, le règlement, c'est seulement pour les contrats d'approvisionnement. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de la composition, alors, on est en amont, on est avant la création du comité de sélection. On se pose la question, qui va le composer? On n'a même pas commencé peut-être à encore rédiger les documents et on se questionne à savoir qui va composer notre comité. Il faut s'assurer de respecter cette règle-là. Absence de lien hiérarchique. On peut penser que des médecins, par exemple, ne sont pas des employés de l'hôpital, d'un établissement de santé. Ils ont des privilèges. Alors, on peut penser qu'un médecin n'a pas de lien hiérarchique nécessairement dans l'organisation. Alors, un lien hiérarchique, pour moi, il y a un lien de subordination. C'est un lien entre, par exemple, un employé et son supérieur, et c'est ce qu'on vise à éviter. Alors, l'employé et son supérieur ne peuvent pas, à ce moment-là, siéger sur le comité. Il y a aussi au niveau de la composition, ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est le domaine de l'appel d'offres. On peut aussi décider, je pense que ça se fait de façon courante, mais d'avoir des gens qui connaissent le domaine. Si on fait un appel d'offres qui concerne un équipement médical particulier, il faudra bien avoir sur notre comité quelqu'un qui est capable d'évaluer la qualité des équipements ou de tout autre élément d'approvisionnement. Il va falloir que cette personne-là ait une certaine expertise. Il y a une décision, et j'y reviendrai, c'est une décision de l'immobilière. Vous avez peut-être entendu parler avec la ville de Saguenay. C'est une décision où on a reconnu la responsabilité de la ville et du soumissionnaire et du fournisseur pour quelques millions de dollars. Et un des motifs qu'on a reproché à la ville dans ce dossier-là, c'est que sur le comité de sélection, il n'y avait personne qui connaissait l'évaluation municipale.
Alors, je pense qu'il faut garder à l'esprit que de façon générale, il y a des domaines que l'expertise peut être moins importante, mais de façon générale, il faut s'assurer que des gens connaissent le domaine en particulier. J'aurai l'occasion de revenir sur cette décision-là un petit peu plus tard. Le rôle du secrétaire. Alors, c'est au niveau de la politique qu'on vient le définir. Évidemment, dans les établissements, on nomme un secrétaire qui va être responsable du processus d'évaluation, qui va être nommé par le directeur général. Il va être consulté, c'est toute la politique qui nous mentionne ça, consulté lors de la préparation des documents d'appel d'offres. Il n'est pas un membre. Alors, et il y aura une décision que je vais vous parler. Mais dans un premier temps, on va reprendre ces éléments-là. Il est responsable du processus d'évaluation. Dans un premier temps, lorsqu'on nomme un secrétaire, par exemple, et ça, j'amène des éléments de réflexion au niveau des établissements, la personne qui connaît le mieux le processus d'appel d'offres, ce sont les gens des approvisionnements, des services techniques. Et souvent, on nomme la personne secrétaire, on nomme la personne qui est en charge de l'approvisionnement. Mais cette personne-là n'est pas membre, donc ce n'est pas elle qui vote, ce n'est pas elle qui décide, ce n'est pas elle qui évalue les soumissions, alors que c'est elle qui a la plus grande expertise au niveau du processus d'appel d'offres. Alors, il y a peut-être un questionnement à y avoir à ce niveau-là. Est-ce qu'au niveau de notre comité, et je parle toujours au niveau de la composition, est-ce qu'on veut quelqu'un qui va être en mesure de pouvoir vraiment discuter, échanger et amener le comité à respecter ses obligations? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le comité a une très large discrétion, il y a une subjectivité dans l'évaluation de la qualité, mais il faut qu'il le fasse dans le respect des règles prévues au document d'appel d'offres. Alors donc, s'il y a des erreurs, des égarements, je devrais dire, parce que je pense que de façon générale, c'est vraiment tout le monde est de bonne foi, mais s'il y a certains égarements, il faut à ce moment-là qu'il y ait quelqu'un qui est là pour le ramener. Et le rôle du secrétaire, c'est sûr que son rôle, c'est de ramener et d'attirer l'attention du comité sur des manquements potentiels, mais surtout de tirer la sonnette d'alarme, d'écouter les règles là, sont les suivantes et on doit les respecter. Alors, le rôle du secrétaire est un rôle majeur. Et il faut faire en sorte qu'il puisse fonctionner. Ce n'est pas toujours évident pour un secrétaire, par exemple, dans un comité, d'aller confronter des membres, un médecin, pour ne pas les nommer, un médecin qui a déjà fait son analyse et arrive à un certain résultat au niveau de la qualité, et c'est le seul médecin sur notre comité. Alors, il faut faire attention parce que le rôle du comité, j'y reviendrai, ce n'est pas d'avoir une évaluation d'un médecin, d'une personne en particulier, c'est d'arriver à un consensus au niveau du comité. Et le rôle du secrétaire, il est majeur en ce sens-là, pour deux raisons. C'est d'amener le comité à créer un consensus et, dans un premier temps, s'assurer que la documentation qui émane du comité reflète ce consensus-là et également reflète le fait que le comité a respecté les règles. Je vous ai parlé de la décision service informatique SIM. C'est une décision très récente, 2011. Et ce que je veux vous mentionner particulièrement dans cette décision-là, c'est que ça amène le rôle important du secrétaire qui a été blâmé dans cette décision-là en disant que le secrétaire avait manqué de rigueur. Il avait manqué de rigueur, pourquoi? Ça partait un peu mal dans cette décision-là, c'est que, évidemment, le pointage était sur une base de 100, et finalement, à force d'enlever et d'ajouter des critères, on est arrivé à 95. Alors, ça partait un peu mal parce que le chiffre, finalement, sur lequel les gens se sont basés n'était pas seulement celui que la loi prévoyait. Alors donc, c'est sûr que le fournisseur dans ce dossier-là mettait l'accent sur tous les manquements commis par le comité dans le cadre de son analyse. Et aussi, la secrétaire, ce qui est intéressant surtout à connaître pour ne pas répéter ces erreurs-là au niveau des établissements, c'est que la secrétaire, non seulement il y avait une erreur au niveau du pointage, mais elle n'a jamais dit aux autres membres du comité qu'il y avait une erreur du pointage et elle a ajusté les pourcentages pour que ça fonctionne. Alors donc, ils se sont retrouvés finalement avec 3 chiffres différents au niveau de l'évaluation. Et finalement, l'évaluation qui était la réelle, qui était finalement celle qui aurait dû se retrouver dans la documentation de l'organisme, il y avait plusieurs manquements qui avaient été posés par le comité de sélection, surtout ne pas avoir respecté les exigences prévues aux documents contractuels.
Dans ce dossier-là, juste vous donner une idée, on avait, entre autres, il devait être prévu avoir une entrevue, une appréciation du concept au niveau informatique par les membres de l'évaluation, par les membres du comité de sélection. Ça n'avait pas été fait à l'égard d'un soumissionnaire et la preuve avait révélé que le prix, et c'était surprenant parce que cette évaluation-là devait être faite après avoir obtenu les prix. Et le juge a dit, écoutez, je pense qu'ils se sont rendus compte de l'écart important, puis finalement, ils n'ont pas donné la chance au coureur de rencontrer ce soumissionnaire-là. Alors, quand on parle de, évidemment, vous connaissez les principes de traiter les fournisseurs de façon équitable, alors ici, on n'a pas permis aux soumissionnaires de se faire entendre. Également, intéressant, autre manquement, la différence dans, dans les notes accordées aux deux fournisseurs. Il y avait un volet très important au niveau du système informatique qui devait être prêt pour le 28 novembre. Alors, c'était un élément qui devait être apprécié par le comité. Et il y avait un des fournisseurs qui avait déjà été reconnu comme ayant un système prêt, fonctionnel, selon une norme là, qui apparaît dans la décision. Et l'autre fournisseur n'avait pas fait cette démonstration-là dans sa soumission qui pourrait être en mesure d'être prêt au niveau du 28 novembre. Et le tribunal a dit, écoutez, la différence entre le pointage entre les deux est de 9 et de 10. Alors, il y a seulement un point, alors qu'il y en a un qui a fait la démonstration qu'il était prêt à donner le service informatique, et l'autre, il ne l'était pas. Alors, à ce moment-là, ça a été un autre élément pour faire en sorte que le tribunal intervienne dans le processus et carrément annule le processus d'appel d'offres. C'est ce qui était demandé par le fournisseur et donc l'établissement a dû recommencer le processus d'appel d'offres. Alors, moi, ce que je veux vous retenir, deux choses. La première, c'est que si on ne respecte pas les règles, peu importe lesquelles, il y en a qui sont de moindre importance que d'autres, le tribunal va analyser la gravité du manquement. Alors, c'est un manquement qui est mineur aux règles du document contractuel qui est fait par l'établissement. Ça n'aura pas une grande portée. Cependant, plus il y a des manquements, et ici, le fournisseur a mis en preuve que les règles n'avaient pas été respectées, à ce moment-là, l'établissement se place à risque qu'un tribunal intervienne et finalement annule le processus. Alors, vous avez maintenant la fiche numéro 7, rôle des membres. Alors, ce qui est prévu dans la politique, dans un premier temps, analyse individuelle préliminaire par chaque membre de la qualité de chacune des soumissions reçues avant l'évaluation par le comité de sélection. Alors donc, lorsque on reçoit les soumissions, elles sont données à chacun des membres qui doit faire une analyse individuelle de son côté avant de rencontrer les autres membres du comité de sélection. J'insiste tout de suite sur le deuxième élément pour les mettre en relation, responsabilité de participer aux réunions. J'arrête là. Déjà, on le sait, parfois, ça peut être difficile. On pense toujours à nos médecins qui sont bien occupés. Il faut qu'ils participent aux réunions. C'est très, très important. Pourquoi? Pour déterminer un consensus. Alors, c'est vraiment un consensus que l'on prend au niveau du comité de sélection et qu'on attribue des notes. Alors, il n'est pas question d'utiliser seulement une évaluation d'un membre et finalement, on s'envoie une coupe de courriel et puis c'est réglé. Ce n'est pas ça un comité de sélection. Alors, il faut vraiment être prudent en cette matière-là. Il faut se rencontrer, il faut discuter et au préalable, la politique, ce n'est pas le règlement, ce n'est pas la loi, la politique exige que, dans un premier temps, une analyse individuelle préliminaire de chaque membre. J'attire, par mesure de prudence pour les établissements, il ne faut pas les lâcher lousses, si vous me passez l'expression, au niveau de l'analyse individuelle préliminaire. On sait que c'est bien indiqué que c'est préliminaire, donc ça ne veut pas dire que parce qu'on fait une première analyse, qu'on est lié par ça. C'est pas ça que ça vise. Ça vise à se faire une première idée et ensuite d'aller échanger en comité sur cette analyse-là. Alors, je pense qu'il faudrait préparer très bien, et je pense que certains établissements qui le font déjà très bien, nos membres de comité de sélection, ne pas leur dire, écoutez, je vous envoie une soumission et on se rencontre la semaine prochaine. Je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut leur expliquer leur rôle. Il faut leur expliquer aussi quelle est la portée d'une analyse individuelle préliminaire et aussi le rôle de participer et puis d'établir un consensus en comité. Si on pense qu'il va y avoir des difficultés, je reviens un petit peu en arrière au niveau de la composition,
peut-être que ça serait bien d'avoir 2 médecins. Je sais que ce n'est pas évident, c'est peut-être illusoire, vous allez me dire, mais ce serait peut-être bien d'avoir 2 médecins sur notre comité si on a besoin d'avoir une expertise technique. Je ne dis pas que c'est obligatoire au niveau juridique, je dis juste que ça pourrait faire en sorte de peut-être faciliter le déroulement et qu'il y ait un échange au niveau du comité de sélection. On parle de consensus, et ça, j'insiste sur cet élément-là. Il faut que ça fasse en sorte que le consensus se reflète dans les documents qui sont produits par le secrétaire. Alors, parfois, on peut voir des situations où on arrive à un procès verbal et ce ne sont pas tous les membres du comité de sélection qui ont vu le procès verbal à la toute fin. Le procès verbal, là, il peut y avoir des versions, c'est différent. On échange, il y a des éléments, il y a des détails, des coquilles à corriger, ça, il n'y a pas de problème. Mais la version finale, et peut-être même, est-ce que ce procès verbal-là ou le rapport qui est fait à la direction générale, par exemple, qui recommande l'octroi du contrat, ne devrait pas, par mesure de prudence, être signé par les membres pour établir que la personne avait connaissance à ce moment-là du résultat de l'évaluation qui a été faite et c'est en conformité avec ce qui a été décidé en comité. Alors ici, je ne dis pas que c'est une exigence légale, mais ça pourrait être une facilité de dire, écoutez, regardez, c'est le consensus à lequel on est arrivé dans le cadre de ce processus d'appel d'offres-là. Je vous ai parlé de l'immobilière. Écoutez, ça, c'est le genre de décision-là que vous êtes très heureux d'avoir un avocat pour la lire pour vous. Vraiment, c'est une décision de 80 pages avec une dissidence. C'est un arrêt de la Cour d'appel assez récent. C'est une décision volumineuse et complexe que je vais vous faire un bref résumé aujourd'hui. Soyez sans crainte. Il y a des éléments sur lesquels je veux attirer votre attention et qui est ressorti de cette décision-là. C'est une décision, comme je vous le mentionnais un petit peu plus tôt, où la Cour d'appel a confirmé la décision de la Cour supérieure à l'effet que le processus d'appel d'offres n'avait pas été bien suivi. Et au surplus, dans ce dossier-là, le soumissionnaire, alors le fournisseur, avait fait des déclarations mensongères, avait fait en sorte de prétendre que son expérience au niveau du dossier était plus grande que la réalité. Et plus grande, c'est on a besoin de quelqu'un de 10 ans d'expérience, la personne n'en avait pas. Si je vous donne un exemple, c'est ce qui est arrivé dans ce dossier-là. C'était un des motifs, le procès a dû avoir une bonne durée parce qu'il y avait plusieurs déclarations mensongères du fournisseur. Et donc, il y a eu deux angles d'attaque par le deuxième plus bas soumissionnaire conforme, qui se prétendait le plus bas soumissionnaire conforme, évidemment. Alors, au niveau de la Ville, il a dit, vous n'avez pas respecté votre processus d'appel d'offres, les règles qui y sont prévues. Et effectivement, il y a eu plusieurs manquements au niveau du comité de sélection. Et d'un autre côté, il a dit à l'autre fournisseur, il a dit, fournisseur, vous avez fait des déclarations mensongères. Et à cause de vos déclarations mensongères, on vous a retenu comme plus bas soumissionnaire. Et si vous n'aviez pas fait ces déclarations mensongères-là, vous n'auriez pas eu la note que vous avez eue, vous n'auriez pas eu le contrat. Alors, finalement, la Cour a conclu que les deux étaient, on appelle ça dans notre jargon, in solidum, c'est-à-dire que les deux sont, le fournisseur et la Ville, sont tenus responsables pour tout le montant à payer au fournisseur qui avait poursuivi. Alors, moi, je vais focusser davantage évidemment au niveau de la Ville, les manquements qui ont été soulevés dans ce dossier-là au niveau du comité de sélection. Ce qui est intéressant aussi de savoir, particulièrement pour les membres du comité de sélection, c'est que, et je reviendrai un petit peu plus loin pour la tenue de dossier, c'est que dans cette décision-là, on a confirmé que les membres pouvaient être interrogés en cours parce que c'était pertinent dans le cadre du processus. Donc, ce qui veut dire au niveau des membres du comité de sélection qu'il faut s'attendre. Ce qu'on fait comme processus, et je pense dans la majorité des cas, c'est le cas, on agit de bonne foi. Il faut être à l'aise avec ce qu'on écrit et ce qu'on a fait comme démarche parce qu'on peut se faire questionner ultimement si le fournisseur poursuit parce qu'il a été désavantagé à la fin du processus d'appel d'offres. Au niveau du manquement sur lequel je veux insister au niveau du comité, lorsque je vous parlais de bien préparer vos membres du comité de sélection là, au niveau des établissements, vous avez dans ce dossier-là un bon exemple.
vous aviez 3 membres. Il y en a un qui n'avait pas d'expérience. Alors, on a retenu contre la Ville de dire, écoutez, vous avez plusieurs lacunes. La première, c'est qu'il n'y avait personne qui avait de l'expérience au niveau de l'évaluation municipale. La deuxième chose, c'est que les membres n'ont pas été du tout encadrés. Et les 3 membres ont fait une évaluation différente. Il y en a une qui a comparé les soumissions entre elles, alors que les documents d'appel d'offres dans ce dossier-là mentionnaient qu'ils ne devaient pas les comparer, qu'ils devaient comparer la soumission uniquement avec le devis, de voir si elle respectait le devis. Il y en a d'autres qui ont fait une évaluation en fonction de pourcentage, puis un troisième qui a fait une évaluation avec des points. Et là, ils se sont rencontrés, ils ont discuté de tout ça, puis ça a généré un résultat qui était déficient parce que le tribunal a conclu qu'au niveau de la preuve, on ne pouvait pas expliquer l'écart de points significatif entre les deux soumissionnaires. Alors, je pense que c'est un bon exemple au niveau des lacunes du comité de sélection de faire très attention, de bien préparer. Ici, il y a des manquements assez simples qui auraient pu être évités et éviter à ce moment-là une condamnation à des dommages et intérêts importants. Vous avez ensuite autre exigence légale à respecter, l'article 10. Alors, le principe, c'est on sollicite seulement un prix. L'exception, c'est qu'on peut décider d'évaluer le niveau de qualité en fonction de critères prédéterminés. Alors maintenant, c'est très clair, le règlement le prévoit, les critères doivent être prédéterminés, doivent être prévus dans les documents d'appel d'offres. Alors, avant, il y avait une jurisprudence qui pouvait venir nous dire que les critères n'avaient pas l'établissement, l'organisme public n'était pas obligé de donner ces critères-là aux fournisseurs, en autant qu'ils soient appliqués de façon équitable entre les fournisseurs. Maintenant, les critères, ils doivent être indiqués au document d'appel d'offres et le comité doit par la suite les appliquer. Alors, ce qui est important aussi, c'est lorsqu'on le crée, on reviendra un peu sur cette question-là avec ma collègue Marie-Ève, mais il faut, quand on crée les critères et il faut penser comment on va les apprécier pour la suite des choses. Parce qu'il ne faut pas oublier, ici, c'est une appréciation de la qualité. Alors, il y a nécessairement une subjectivité dans l'appréciation, et lorsqu'on respecte les documents d'appel d'offres, on respecte les règles du jeu, les tribunaux vont hésiter à intervenir sur une évaluation de critères qui est faite par un comité de sélection. Alors, si on agit en fonction des règles que l'on a créées, parce que c'est les établissements, évidemment, j'aurais dû le mentionner, mais je pense que vous le savez déjà, je suis de l'étude Monette Barraquette, on présente des établissements de santé depuis longtemps. Alors, parfois, je parle et je fais référence aux établissements de santé que l'on représente, évidemment, mais que lorsqu'on se met dans la peau des établissements de santé, c'est eux qui font le document, les devis, et c'est eux qui vont ensuite appliquer ces critères-là. Le but, c'est de faire jouer la concurrence entre les fournisseurs selon des critères qu'ils connaissent et qu'on va appliquer de bonne foi. Alors, lorsque les établissements respectent les règles du jeu, ça va être très difficile pour un fournisseur de venir prétendre qu'au lieu d'avoir 75 % comme note, il aurait dû avoir 79 et 80, et ça aurait fait en sorte qu'il aurait peut-être été le plus bas soumissionnaire. Les tribunaux vont être très hésitants à intervenir dans ce genre de dossier-là. Cependant, si le même fournisseur met en preuve qu'on n'a pas respecté les règles ou qu'on est arrivé, par exemple, ici, avec de nouveaux critères qui n'étaient pas prévus au document d'appel d'offres, ça l'ouvre la porte à ce moment-là au tribunal pour intervenir. Excusez-moi. Alors, 2 types d'évaluation de la qualité, je pense que vous le savez déjà au niveau des exigences. Le prix le plus bas, au niveau, on appelle ça souvent dans le jargon, l'annexe 1, le prix ajusté le plus bas, l'annexe 2. Alors, le prix le plus bas, c'est des exigences à respecter, 3 critères minimum, évidemment, donc c'est un minimum, il peut en avoir plus. Vous avez une mention obligatoire dans les documents d'appel d'offres des éléments de qualité requis pour l'atteinte d'un niveau de performance acceptable. Et la soumission est acceptable pour chacun des critères retenus et rend compte du niveau de performance acceptable, on pourrait dire global. Alors ça, c'est l'établissement qui va décider est-ce qu'ils veulent un prix le plus bas ou bien s'ils veulent un prix ajusté le plus bas, ou à ce moment-là, il y a les mêmes mentions, 3 critères minimum, mention obligatoire dans les documents d'appel des éléments de qualité requis pour l'atteinte d'un niveau de performance acceptable, pondération de chaque critère en fonction de son importance,
Niveau de performance acceptable correspondant à 70 points. Alors, ce n'est pas 80, c'est vraiment précis, c'est 70 points. Ce n'est pas 50, c'est 70. Alors, donc, minimum de 70 points exigés. Sinon, il peut y avoir un rejet. Il faut le préciser, évidemment, au document. Et vous allez avoir le coefficient. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est entre 15 et 30 %. Donc, est-ce qu'un établissement est prêt à payer entre 15 et 30 % plus cher si le niveau de qualité est supérieur à ce moment-là? Donc, ça donne une marge de manœuvre au niveau de l'établissement lorsqu'il décide de faire un appel d'offres, de dire, écoutez, moi, je suis prêt à payer un peu plus cher, mais je veux un fournisseur qui va me donner une meilleure qualité au niveau de mon approvisionnement. Alors, dans les deux cas, évaluation par le comité de la qualité sans connaître le prix soumis. Alors, on ne veut pas que le prix joue dans l'évaluation de la qualité par le comité. Dans les deux cas, adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, après, évidemment, avoir ouvert l'enveloppe de ceux qui passaient cette étape. Retour de l'enveloppe du prix non ouverte à ceux qui ne passent pas par cette étape. Ça, ce n'est pas prévu nécessairement dans le règlement, ça va être prévu dans les documents d'appel d'offres. C'est une façon qui a été établie pour dire, écoutez, regardez, ça ne passe pas, et on vous retourne à ce moment-là l'enveloppe de prix. La question qui peut se soulever, c'est est-ce qu'on fait quelque chose avec cette enveloppe-là pour l'établissement avant de le retourner au fournisseur? Parce qu'on peut se poser la question, dire, écoutez, s'il y en a un qui se plaint de l'évaluation de la qualité, est-ce qu'il va aller jouer dans son prix alors que les prix vont être affichés au système électronique? Alors, écoutez, en réfléchissant, j'ai déjà un client qui m'avait parlé de faire une photocopie de l'enveloppe avant le retour. Et moi, j'ai pensé, en préparant la formation, qu'on pourrait peut-être aller plus loin pour se protéger au niveau des établissements. Et c'est carrément d'indiquer une note manuscrite, vous savez, sur où c'est l'enveloppe est cachetée, en indiquant « retourner telle date » avec l'écriture. Donc, si l'enveloppe elle est ouverte par le soumissionnaire, ça va apparaître là, du document. L'écriture va être, à ce moment-là, va être altérée. Excusez-moi. Alors, quelles informations reçoivent les soumissionnaires? Alors, pour ceux qui, évidemment, soumissionnent dans la salle, on veut savoir, écoutez, à quoi j'ai le droit de suite au processus d'appel d'offres. Alors, obligation d'informer chaque soumissionnaire du résultat de l'évaluation de la qualité dans les 15 jours d'adjudication du contrat. Alors, si c'est l'annexe A1, donc le prix le plus bas, confirmation de l'acceptation au nom de sa soumission et le nom de l'adjudicataire et le prix soumis par celui-ci. Alors, évidemment, au niveau de l'annexe 2, comme il y a un ajustement qui est fait au niveau du prix, on donne un peu plus d'informations. Alors, on donne la confirmation de l'acceptation au nom de sa soumission, sa note pour la qualité, le prix ajusté et le rang en fonction des prix ajustés. Le nom de l'adjudicataire, sa note pour la qualité et le prix soumis et le prix ajusté. Alors, bonsoir à tous. Je vais faire un bref retour sur la fiche numéro 13. Quand on dit au dernier point le retour de l'enveloppe du prix non ouverte à ceux qui ne passent pas cette étape, c'est vrai que ce n'est pas prévu dans la législation. Cependant, il y a une décision très, très récente qui a été rendue en 2011 et qui traite de cet aspect-là, de l'enveloppe qui a été décachetée. Dans cette cause-là, ça s'appelle Rénovation de novembre, juste pour votre information, en 2011, on demandait, en fait, le donneur d'ouvrage demandait de faire casser le recours du soumissionnaire qui s'estimait lésé en disant « mais il n'a même pas passé l'étape de l'évaluation de la qualité ». Mais le soumissionnaire disait « oui, mais ils ont ouvert mon enveloppe quand même, donc je sème le doute, et parce que je sème le doute, le recours n'a pas pu être cassé à cette étape-là. » Là, on est au tout début du processus. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Mais c'est juste pour dire, ça a semé une ambiguïté. Ça fait en sorte que là, un donneur d'ouvrage qui est pris avec une requête alors que le soumissionnaire ne passait même pas l'étape de la qualité. Donc, je trouvais ça important que vous le sachiez. Donc, d'où l'importance, justement, de ne pas ouvrir l'enveloppe pour ne pas vous retrouver avec ce genre de problème-là. Donc, à la fiche 17 maintenant, jusqu'où peut-on aller dans l'émission des critères de sélection? Évidemment, il y a comme deux grands principes. Ne pas viser à favoriser un soumissionnaire, c'est-à-dire ne pas fausser le jeu de la concurrence, et ne pas déterminer des critères injustes ou déraisonnables. Quand on parle de ne pas viser à favoriser un soumissionnaire, j'ai retracé une décision pas récente et de 1981, mais très pertinente. On dit dans cette décision-là
en fait, c'était une question d'achat d'une niveleuse et d'un chargeur à godet. Puis je vais vous dire, je ne suis pas familière avec le domaine, je n'ai pas réussi à trouver c'était quoi un chargeur à godet. Si quelqu'un peut m'informer tantôt, j'apprécierais. Je cherchais dans le dictionnaire, puis ça ne m'a pas éclairé tant que ça. Donc, c'était dans ce cadre-là. Puis les prétentions de la demanderesse, qui évidemment est un soumissionnaire qui s'estimait lésé, qui estimait qu'il devait avoir le contrat, c'était de dire, bien oui, mais les critères sont tellement stricts que ça revient à dire qu'il y a juste un distributeur possible. On ne vise qu'un seul fournisseur, dans le fond. La Cour va venir dire que non. Elle va rejeter l'action, elle va dire non, non, on a fait des vérifications, la preuve, elle est claire, il n'y a pas juste un distributeur de ce produit-là, donc on n'a pas cherché à fausser le jeu de la concurrence. Ce qui est important de cette décision-là, c'est de retenir que oui, le donneur d'ouvrage ou l'organisme public peut décider de choisir une marque particulière, mais en autant qu'il fasse appel, puis ça, c'est ce qu'on fait par avis public, à tous ceux qui pourraient l'offrir. En même temps, je pense que ça peut nous amener à une certaine réflexion parce qu'on se dit souvent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on a un professionnel qui nous dit, moi, je veux tel produit, puis je ne veux fonctionner qu'avec tel produit. Mais là, il faut se poser la question. Il y a comme deux alternatives. Soit on se dit, effectivement, il n'y a qu'un fournisseur de ce produit-là, il n'y a pas d'équivalent possible, et je reviendrai sur la notion d'équivalent. Et on applique l'article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics, l'article 13 alinéa 2, qui prévoit qu'on peut faire affaire avec, c'est comme l'exception du fournisseur unique. Maintenant, ils ont changé le vocabulaire, mais ça revient au même. C'est un seul co-contractant est possible. Faire attention avec cette avenue-là, je reviendrai. Ou sinon, on dit, bien, on va aller voir dans le marché s'il n'y a pas d'autres fournisseurs possibles, parce qu'évidemment, on ne sait pas tout dans le domaine. Des fois, c'est beaucoup plus prudent d'aller en appel d'offres puis de voir est-ce qu'il n'y en a rien qu'un qui peut offrir ça ou s'ils sont plusieurs. Quand je vous dis de faire attention avec l'exception du fournisseur unique, c'est qu'il y a deux jugements qui ont été rendus en 2008 et en 2010. Là-dessus, les deux donneurs d'ouvrage, les deux organismes publics dans ces cas-là, n'ont pas réussi à démontrer leur point qu'il y avait juste un fournisseur unique. La première décision, c'est Alstom. Alstom poursuivait la Société de transport de Montréal qui, elle, avait pris la décision d'entamer des négociations de gré à gré avec Bombardier pour le renouvellement des voitures de métro. Évidemment, la STM disait, bien, il y a juste un fournisseur, c'est Bombardier. Mais Alstom, qui était une compagnie, je pense, suisse, arrive et dit, bien non, moi, je peux donner ce service-là, je peux faire ce travail-là. Et elle est allée devant la Cour pour dire, bien, il faut déclarer que la STM aurait dû procéder par appel d'offres. Et elle va avoir gain de cause parce qu'on va démontrer dans la preuve que la STM n'a pas fait de vérification sérieuse, n'a pas fait de recherche documentée pour dire qu'il y avait justement un fournisseur unique. Donc, elle va dire que la décision d'entamer des négociations avec Bombardier était illégale et que oui, la STM devait procéder par appel d'offres. Puis honnêtement, je pense que ce n'est même pas encore fini, cette histoire-là, parce que nos voitures de métro ne sont pas remplacées. Pour ceux qui prennent le métro, ils le savent. La deuxième décision, c'est en 2010, c'est Savoir-faire Linux, qui poursuivait la Régie des rentes du Québec. Elle disait « La Régie des rentes du Québec aurait dû aller en appel d'offres pour le renouvellement de sa plateforme informatique. » La Régie des rentes disait évidemment « Ben non, il y a juste un fournisseur, c'est Microsoft, donc je n'ai pas besoin d'y aller en appel d'offres, je peux y aller de gré à gré. » Et encore une fois, la Cour va venir décider que non, il n'y a pas de recherche sérieuse, il n'y a pas de vérification documentée qui a été faite dans ce cas-ci pour démontrer que oui, il y avait juste un fournisseur unique. Ce qui est intéressant et très pertinent pour les établissements de santé, c'est que dans ce cas-là, parce que le contrat avait été donné, parce que les licences avaient été reçues et payées, parce que la formation du personnel avait été effectuée, le processus est déclaré illégal. La décision de ne pas aller en appel d'offres, c'est illégal. On dit oui, tu aurais dû aller en appel d'offres, mais on ne déclare pas le contrat nul. Fait que ça, c'est intéressant parce que le processus était trop avancé. Donc, on dit, bon, on ne reviendra pas en arrière pour annuler puis défaire tout ce qui a été fait. Est-ce que des pénalités sont imposées ou... Par rapport à... Si on déclare le processus illégal? Si on déclare la décision qui a été prise par l'organisme public illégale, ça veut dire que l'organisme public doit aller en appel d'offres. Donc, comme dans la décision avec la STM, ils sont obligés de repartir de la base. Dans l'exemple que vous donniez, vous dites qu'ils sont trop tard, les gens sont trop loin, les licences sont achetées, cette valeur est allée trop loin, tu n'as pas fait le bon choix. Mais...
Oui, mais c'est parce que le recours en tant que tel, c'est un jugement déclaratoire pour dire qu'il aurait dû aller en appel d'offres et que c'était illégal. Ils ont juste dit, oui, c'est illégal, oui, il aurait dû aller en appel d'offres, mais ils n'ont pas réclamé des dommages, fait que c'est pas allé jusque-là. Donc, ensuite, je vous parlais des critères injustes ou discriminatoires. Je parle d'une décision service sanitaire Morin contre la ville de Terrebonne. Dans cette affaire-là, les exigences étaient reliées au nombre de camions robotisés. Ce que le service sanitaire disait, c'est que j'aurais dû avoir le contrat, mais l'appel d'offres était tellement, les critères étaient tellement restreints parce qu'on disait qu'il faut un nombre X de camions robotisés, bien, il y a juste les multinationales qui peuvent donner ça. Donc, ça restreint un gros bassin de soumissionnaires qui pourraient être intéressés. Mais encore là, la Cour est venue dire, ben non, il y en a plusieurs qui auraient pu soumissionner, il y en a plusieurs qui peuvent offrir ce service-là. Donc, c'est correct, on ne vise pas à un seul soumissionnaire et ce n'est pas injuste ou discriminatoire de prévoir qu'est-ce qu'on veut dans les documents d'appel d'offres. C'est la discrétion du donneur d'ouvrage. C'est ce qui est confirmé. Donc, en fait, ce sera à la municipalité, dans ce cas-là, ou à l'organisme public, de démontrer que les exigences ou restrictions qu'elle établit dans ces documents d'appel d'offres ne sont pas arbitraires ni frivoles, puis qui n'ont pas pour but de contourner la loi. Je vous avais dit que je reviendrai sur la notion d'équivalent. Soprema contre la commission scolaire du chemin du roi est une excellente décision, justement, sur la notion des équivalents. Dans cette affaire-là, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça date de 2009. C'était un recours en injonction que Soprema prenait contre la commission scolaire. La commission scolaire a lancé un appel d'offres pour la réfection de la toiture de plusieurs des écoles qui étaient visées dans l'appel d'offres et disait, bien, moi, depuis toutes les années que la commission scolaire existe, j'ai un produit dans lequel j'ai confiance. Ça s'appelait de la membrane Sarnafil. C'est un produit en PVC qui est par induction, ça soude les membranes les unes aux autres. C'est un gage de qualité, c'est un bon produit. Moi, c'est ce que je veux. Le document d'appel d'offres prévoyait qu'effectivement, c'était ce produit-là qui était souhaité, mais on disait qu'on ouvrait la porte à des équivalents. Soprema ne pouvait offrir le produit souhaité, a soumis un équivalent, des ingénieurs qui se sont penchés là-dessus. On dit, ben non, tu n'as pas les certifications nécessaires visées dans l'appel d'offres et ce n'est pas un équivalent à notre sens, donc non, tu n'es pas retenu pour cet appel d'offres. La Cour va venir dire, c'est correct ce qui a été fait, on a le droit de choisir une marque particulière ou un produit de référence, on a le droit de le dire, sauf que c'est important, mais il faut absolument permettre les équivalences. Donc, si Soprema avait réussi à rencontrer son fardeau de démontrer que son produit était une équivalence, il aurait été considéré. Les critères de sélection ne pouvant amener qu'un seul soumissionnaire, deux décisions bien différentes l'une de l'autre. RPM contre Amstead, on voulait acquérir une souffleuse à neige et le devis reprenait les spécifications d'un modèle d'un seul fournisseur. Donc, ce qu'on a dit, ce que la Cour a considéré après avoir entendu la preuve, c'est de dire « Oui, mais l'appel d'offres est taillé sur mesure pour le fournisseur. Donc, on vient de fausser le jeu de la concurrence. On l'a éliminé, la concurrence, on a dénaturé le processus d'appel d'offres et il va dire que c'est contre les règles de l'ordre public et va annuler l'appel d'offres dans ce cas-là. Dans ma décision de 2005, c'est encore une fois une souffleuse, mais une souffleuse usagée et les documents d'appel d'offres prévoyaient que la souffleuse devait avoir telle année de fabrication et tant d'heures d'utilisation maximale. Il y a un soumissionnaire qui est venu se plaindre en disant « Ben non, il ne faut pas… » Pardon? Ah, excusez-moi, je pensais que j'avais une question. Quasiment, mais la Cour, dans ce cas-là, vient dire non, c'est correct, on a le droit de prévoir des critères comme ça. La municipalité, dans ce cas-ci, jouissait d'une grande discrétion, c'est ce qu'on vient préciser. Et on dit qu'il n'y a pas eu effet d'écarter toute concurrence parce qu'il y en avait plusieurs des soumissionnaires qui pouvaient offrir une telle souffleuse usagée. Donc, finalement, la morale de l'histoire, c'est que oui, on a le droit de placer la barre haute. On a le droit. Mais encore là, en permettant des équivalences, en n'ayant pas des exigences qui sont contraires à l'ordre public, déraisonnables, abusives. Puis ça m'amène à vous parler, parce que j'ai trouvé ça intéressant, c'est pas récent, mais c'est intéressant. En 2003, General Electric a poursuivi un organisme public en disant « J'ai pas passé le volet de la qualité, mais je suis GE.
j'ai une notoriété, je suis prestigieux, je suis le chef de file mondial. Peut-être en avez-vous entendu parler parce que c'était pour doter des établissements de santé de systèmes d'imagerie dotés de détecteurs numériques. Oui, c'est ça, exactement. Mais elle disait, mais oui, mais je suis le chef de file dans ce domaine-là. Comment ça se fait que je n'ai pas passé la qualité? La Cour va venir dire, oui, mais le donneur d'ouvrage avait le droit de spécifier des critères très stricts, très rigoureux, puis tu ne les as pas passés, tu n'as pas rencontré les critères de qualité, malgré que tu souhaites GE, tu ne passes pas. Et on a rejeté le recours de General Electric. Les critères d'admissibilité versus les critères de conformité, maintenant, dans le fond, quand on regarde les critères, il faut les regarder en 3 étapes. 1, s'assurer qu'ils sont conformes avec les dispositions légales, évidemment, la loi sur les contrats des organismes publics, les règlements. Il faut s'assurer qu'ils sont conformes avec les documents d'appel d'offres qui précisent expressément la nature de l'exigence, essentielle ou accessoire, on y reviendra tantôt, et la nature de l'exigence eu égard aux obligations implicites identifiées par la jurisprudence. Éric en a parlé tout à l'heure, mais le principe primordial, c'est vraiment le respect de l'égalité entre les soumissionnaires. Vous allez retrouver ça dans toutes les décisions qui ont été plaidées. Ça revient, c'est toujours là. Il faut évidemment que l'irrégularité n'ait aucun effet sur le prix de la soumission, parce que là, on va considérer sinon que c'est majeur et que ça rompt l'égalité entre les soumissionnaires. Et il faut aussi qualifier la nature de l'exigence. J'ai reproduit, juste pour les fins, à titre d'information, en fait, les articles 6 et 7 du règlement sur les contrats d'approvisionnement. Je ne vais pas les reprendre au long, en fait, vous les connaissez, mais c'est juste pour vous dire que ces critères-là, s'ils ne sont pas respectés, en principe, amènent le rejet automatique. Je vais peut-être attirer juste votre attention sur la fiche 27. On est dans les critères de conformité, c'est l'article 7 du règlement. Dans le 6e, quand on dit le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d'appel d'offres comme entraînant le rejet automatique d'une soumission, c'est là. Parce que comme on vous l'a dit tantôt, c'est vous qui faites vos documents d'appel d'offres. C'est à vous de dire qu'est-ce que vous voulez qui entraîne le rejet automatique. Quand ça arrive à notre niveau, bien nous, on est circonscrit, on est pris avec le document d'appel d'offres tel qu'il est libellé. Si ce n'est pas clair que ça entraîne le rejet automatique, bien, il y a des grosses chances que ça ne l'entraîne pas, à moins d'avoir un effet sur le prix, comme j'ai dit tantôt. Le meilleur exemple que je peux vous donner, puis ce qui a choqué beaucoup, c'est la visite obligatoire. Quand on prévoit dans les documents d'appel d'offres qu'une visite des lieux est obligatoire, est-ce qu'elle est vraiment obligatoire ou est-ce qu'elle n'est pas si obligatoire que ça? Si le soumissionnaire ne l'a pas faite, est-ce que sa soumission est automatiquement rejetée? Bien, la Cour est venue dire dans plusieurs décisions qu'à défaut d'avoir indiqué dans les documents d'appel d'offres, surtout dans ce genre de clause-là 6, que ça entraînait le rejet automatique, bien non, c'est correct. S'il ne l'a pas fait, c'est juste tant pis pour lui. Après ça, il ne peut plus venir s'en plaindre, mais sa soumission ne sera pas rejetée. Donc, il faut être extrêmement précis quand on veut que ça soit automatiquement rejeté. Les irrégularités mineures majeures. Bon, mais c'est ça. Les irrégularités mineures, on parle d'un non-respect d'une condition secondaire ou qui n'a aucune influence sur le prix. Encore là, très important, le gestionnaire de projet peut choisir de corriger, mais il n'est pas obligé. Il peut rejeter la soumission. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce que c'est mineur qu'on est obligé de permettre la correction. Quand c'est une irrégularité majeure, bien, il n'y a pas de discrétion possible. On doit la rejeter. Il faut se rappeler que les documents d'appel d'offres vont toujours être interprétés contre les organismes publics. Vont toujours. Dès qu'il y a une ambiguïté, ça va jouer en faveur du soumissionnaire qui s'estime lésé. Quand il y a une irrégularité qu'on considère mineure, comme on dit, on peut permettre la correction, mais on n'est pas obligé. Cependant, une décision de 2010 de la Cour d'appel est venue démontrer que si tu permets à un soumissionnaire de corriger une irrégularité, il faut que tu le permettes aux autres. C'est ce qui ne s'est pas passé justement dans la ville de Rimouski contre Structure GB. Dans cette affaire-là, c'est une situation qui, je qualifierais un peu de plate. Il y a un cautionnement de soumission qui est exigé, si on le sait, si on ne l'a pas, c'est un rejet automatique, c'est dans les conditions essentielles. Mais si on a le cautionnement, mais il n'est pas du bon montant. Dans cette affaire-là, c'était 150 000 le montant du cautionnement. Le soumissionnaire a soumis 140 000. On parle de 10 000 de différence. Ce n'est pas considérable. Les fins d'un cautionnement de soumission sont atteintes. Si la soumission est acceptée et le soumissionnaire ne donne pas suite à sa soumission, bien, il y a quand même un montant de 140 000 qui est là sur la table, c'est intéressant. Le but est là.
Mais la soumission de structure GB a quand même été rejetée en disant, ben non, elle n'est pas conforme, c'est un rejet automatique. La Cour vient dire, ben non, parce que ce n'est pas le cautionnement qui n'était pas là, c'est le montant qui était insuffisant. En plus, dans cette affaire-là, il y avait une ambiguïté justement dans les documents d'appel d'offres, parce qu'il y a eu longtemps des documents qui prévoyaient que c'était 10 du montant de la soumission. Le 140 000 équivalait à 10 de la soumission. Donc, c'est ça, il y avait une clause dans le devis, ou en tout cas plus loin que les clauses générales qui prévoyaient que c'était 10 Fait qu'il y avait une ambiguïté, c'est sûr que ça a joué pour le soumissionnaire. Donc, on est venu dire, oh non, tu n'es pas obligé de permettre la correction, mais si tu l'as permis à un, il faut que tu le permettes à tout le monde. Puis dans ce cas-ci, la Ville de Rimouski avait permis à un autre soumissionnaire de corriger certaines irrégularités, même pas une, là, certaines, alors qu'elle ne permettait pas à Structure GB de le corriger. Donc, on a donné les dommages que Structure réclamait dans ce cas-là. Oui? À l'ouverture de l'appel d'offres, est-ce qu'on est obligé de, quand c'est seulement le plus bas prix, s'il n'y a pas de qualité, est-ce qu'on est obligé de regarder si la soumission est conforme tout de suite, ou est-ce qu'on déclare tout simplement les prix qu'on a ouverts en indiquant que c'est sûr que les soumissions doivent être conformes? Dans un premier temps, là, quand on assiste à une ouverture publique de soumission, tout ce qui va être dit, ça va être le prix. Le nom de la compagnie avec le prix. On n'est pas obligé de... Vous ne serez pas capable, c'est ça, vous ne serez pas capable, ça va beaucoup trop vite. Donc là, vous le dites, les soumissionnaires s'en vont. Après ça, vous leur dites, de toute façon, on va vous revenir sur la conformité. L'analyse de la conformité prend quelques temps. C'est exact, mais on est obligé de dire le prix. C'est le prix à haute voix, c'est tout. Quand il n'y a pas de qualité, oui, il faut dire le prix. Quand il n'y a pas de qualité, oui. Oui, parce qu'on s'entend que s'il y a la qualité et que vous avez dit le prix, vous avez contrevenu tout de suite en partant. Ça va mal. Ça va pas bien du tout. Là, Ça va mal. On ouvre les enveloppes à l'ouverture, là, ça va pas bien. Je prendrai la poudre d'escampette au plus vite. Ça répond à votre question? Bienvenue. Donc, puis juste pour vous dire, quelques mois plus tard, toujours en 2010, la Cour d'appel est venue renchérir sur le fait que oui, on peut permettre la correction, mais on n'est pas obligé. Dans cette affaire-là, c'est l'affaire Demix. Le soumissionnaire, dans sa soumission, a oublié une page complète de signature. OK, mais c'est un oubli, c'est clair que c'est un oubli. Il n'y a personne qui veut ça, puis on le sait que ça prend du temps aux soumissionnaires à préparer leur soumission. C'est coûteux, c'est un processus de longue haleine. Sauf que dans ce cas-là, il l'a oublié, puis c'était très, très clairement indiqué dans les documents d'appel d'offres que s'il manquait quelques signatures que ce soit, c'était le rejet automatique. Donc, la Cour est venue dire, c'est plate, ça pourrait être considéré comme mineur, c'est facilement corrigé, mais non, c'est aucune discrétion possible, donc tu devais la rejeter. Puis c'est ce que l'organisme public avait fait dans ça, donc on a confirmé ce qu'il avait fait. Peut-être de là l'importance pour les soumissionnaires de s'assurer, après avoir investi autant de temps, de se faire, si vous passez l'expression, un checklist là, pour ces conditions-là. Il faut mettre l'accent. Je sais que parfois, on court pour aller porter la soumission pour être à l'heure, mais prévoyez-vous un petit jeu parce que vous investissez beaucoup de temps et puis finalement, pour une raison comme celle-là, vous faites en sorte là, de ne pas pouvoir soumissionner en bonne et due forme. Mais qu'est-ce qui arrive si plus de la moitié des soumissionnaires ont oublié de signer cette feuille-là? Donc, on parle, par exemple, de 12 soumissionnaires, puis il y en a 8 sur les 12 qui ont oublié, qui ont omis. On y arrive quoi? Ben moi, je les considérais aucune des 8. Il en reste 4. Puis s'il n'y a personne qui l'a fait, ben là, c'est pas sûr que j'annulerai pas le processus pour le recommencer en bonne et due forme. C'est parce que c'est ça, il faut être rigoureux envers tout le monde. On ne peut pas décider que parce qu'il y en avait 8 puis pas juste un, on va changer les règles. C'est pas au volume que ça se passe. À moins que les documents d'appel d'offres n'étaient pas clairs. Là, dans le cas dont je parle, c'était très, très clair. Il fallait que cette page-là soit signée. De toute façon, il y avait déjà un modèle de soumission à compléter. C'est vraiment juste un oubli. Mais tu sais, ça, il faut le dire, hein, ce domaine-là, puis je pense que vous le savez, évolue tellement vite. À un moment donné, on dit oui, puis la semaine d'après, la Cour va venir dire que non. Puis le meilleur des exemples, c'est à un moment donné, dans une cause, puis c'est monté jusqu'à la Cour d'appel, et le soumissionnaire a oublié de signer sa soumission. Puis on lui a permis de le faire lors de l'ouverture des soumissions quand on a vu qu'elle n'avait pas été signée. Mais parce que c'était la première à être ouverte, parce que les prix des autres n'avaient pas été divulgués, la correction a été permise, puis la Cour a dit oui, c'était correct. Mais on s'est rendu jusqu'à la Cour d'appel là-dessus pour un soumissionnaire qui a oublié de signer sa soumission. C'est triste. Puis la même chose, c'est un autre cas qui maintenant est en Cour d'appel, on attend la décision d'un soumissionnaire qui soumet 2 soumissions. Il a oublié en soumettant sa deuxième d'enlever la première.
Fait que lui, il dit, ben non, mais c'est la dernière que j'ai déposée qui était bonne. Il avait révisé son prix. Mais non, le donneur d'ouvrage a dit, j'ai 2 soumissions, l'appel d'offres prévoit que c'était rien qu'une, donc je rejette au complet. Tu sais, c'est des histoires comme ça qui sont malheureuses. Puis oui, il faudra avoir une liste d'épiceries quasiment à cocher pour s'assurer, surtout avec le temps qui est investi. Et c'est ce qui place en difficulté les établissements, parce que c'est souvent les soumissionnaires qui, malheureusement, oublient, c'est souvent de bonne foi, et qui placent les établissements dans une difficulté de qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que si, pour reprendre votre exemple, 8 sur 12 n'ont pas signé, il y en a 4 qui l'ont signé, qui peuvent se plaindre qu'on ne les a pas écartés. Alors, ça place l'établissement. Si c'était les 12 sur 12, peut-être je me dirais, bien là, il n'y a personne qui peut se plaindre, on permet à tout le monde de corriger. Je pense que ça serait équitable. Mais dès qu'il y en a qui n'ont pas signé, ils peuvent se plaindre. On n'a pas respecté les règles du jeu. Alors, souvent, pour les soumissionnaires, il faut s'assurer de ça, parce que pour les établissements, on veut pas écarter, les établissements ne veulent pas écarter des soumissionnaires sur cette base-là. On veut faire jouer le jeu de la concurrence, puis on veut avoir le meilleur prix. C'est ça l'objectif. Alors, d'avoir fait tout ce processus-là, ça devient un peu inutile pour les soumissionnaires, c'est dommage. Peut-être, je vois des mains levées, on a peut-être divergé un petit peu. Je vous inviterai, on va terminer notre partie et garder vos questions à la fin, s'il vous plaît, pour avoir l'occasion de vous donner toute la matière. Mais gardez-les précieusement parce que c'est ô combien intéressant de pouvoir échanger avec vous là-dessus si vous avez des situations particulières comme ça. C'est bon parce que ça rappelle à tout le monde qu'il n'y aura jamais, en tout cas, peut-être jamais c'est fort, mais par expérience, jamais une soumission qui est à 100% conforme au document d'appel d'offres. Il y a toujours un petit quelque chose qui nous chicote. Toujours quelque chose qui dit « Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on permet la correction? Est-ce qu'on ne la permet pas? » Là, c'est là où vous faites intervenir vos conseillers juridiques. Tu sais, toujours quelque chose comme ça. Fait que c'est intéressant d'échanger là-dessus. Mon dernier point, avant de redonner la parole à mon collègue, c'était l'enquête dans l'analyse des soumissions. Ça aussi, c'est un point qui est très important parce qu'on se dit, est-ce qu'il faut qu'on fasse une enquête? En 2000, la décision de Daniel Traversy et fils contre la ville de Saint-Nicéphore est venue dire non, on évalue la soumission à partir des seuls renseignements qu'elle contient. Dans cette affaire-là, c'est un appel d'offres pour la cueillette d'ordures. Le demandeur, qui disait qu'il aurait dû avoir le contrat, contestait le pointage qui avait été octroyé à l'adjudicataire. Il y avait un critère de sélection qui disait les 5 contrats similaires à celui qui est présentement pour lequel l'appel d'offres est lancé. Il faut les mettre. Puis, on disait que l'adjudicataire avait soumis 3 contrats qui en représentaient un seul parce que la fusion de la municipalité avait eu lieu. Mais, puis, en fait, les deux avaient eu le maximum de points là-dessus. Sauf que lui qui disait « j'aurais dû avoir le contrat », disait « bien, il n'aurait pas dû avoir autant de points que moi parce que ces 3 contrats en valent juste un ». Mais la Cour va venir dire « bien non, on n'a pas à faire enquête et à savoir est-ce que c'est correct ou c'est pas correct ». Parce que dans le fond, on se pose la question – une fois que le contrat va être octroyé, que la soumission va être acceptée, en fait, c'est au donneur d'ouvrage, pas au donneur d'ouvrage, pardon, au soumissionnaire de respecter sa soumission puis d'être correct. Mais ici, on a considéré que ce n'était pas une erreur majeure puis qu'on n'avait pas besoin de faire enquête. L'arrêt de principe sur le processus d'enquête ou sur l'enquête qu'on doit faire ou pas, c'est l'arrêt WN. Ça, c'est une décision de la Cour suprême en 2007. Dans cette affaire-là, il s'agissait d'un appel d'offres par la Ville pour la fourniture de machines et de chauffeurs pour le transport des déchets. On demandait des machines qui étaient de 1980 ou plus récentes. Le contrat va être donné à Sherway. Sherway était la plus basse soumissionnaire conforme. Mais une fois que le contrat est signé, on apprend que la Ville va permettre à Sherway d'utiliser des modèles plus vieux. WN va apprendre ça, puis évidemment, elle va poursuivre la Ville, puis va dire « mais non, je ne suis pas contente. Ça ne respecte pas le devis, ça ne respecte rien. » Puis si on avait fait une vérification minimale des numéros de série, on aurait vu que le modèle était plus vieux que ce qui était demandé. Mais la Cour, encore une fois, va venir dire « non. C'est pas au donneur d'ouvrage de commencer à faire une enquête. Puis de toute façon, on peut facilement estimer ou présumer que si on permet ce genre d'allégation-là, bien, ça va fuser de toutes parts. Parce que les soumissionnaires, c'est pas des amis, hein? Ils veulent le contrat, c'est lucratif, ils veulent absolument l'obtenir, donc ils vont attaquer de toutes parts. Ça va donner lieu à des attaques probablement quelquefois injustes et injustifiées. Peut-être des fois justes et justifiées, mais ça va gêner le processus d'appel d'offres. Ça va vous amener à faire beaucoup trop de travail alors que vous en avez déjà tellement juste à évaluer la soumission, tu sais, que ce soit sur la conformité et ou sur la qualité par la suite. Donc, la Ville va dire non. Le propriétaire ou l'organisme public n'est pas tenu de faire une enquête.
Puis encore là, va confirmer que c'est rendu au stade de l'octroi du contrat que là, l'organisme public aura une décision à prendre. Est-ce que j'estime qu'il n'a pas respecté puis je le poursuis lui en dommages, le co-contractant, ou je laisse tomber? Dans ce cas-ci, il avait laissé tomber puis il avait dit oui, tu peux utiliser des machines qui sont plus vieilles. Depuis WN, j'ai plaidé la décision que vous avez sous les yeux, Buanderie-Blanchel contre l'Agence de la santé. Dans cette affaire-là, encore une fois, Buanderie-Blanchel se plaignait de ne pas avoir eu le contrat, poursuivant en injonction l'Agence de la santé et l'adjudicateur du contrat, Buanderie-Qualité, en disant « mais l'adjudicateur n'est pas conforme. Il a soumis une résolution au soutien de sa soumission. La résolution était signée, mais les administrateurs qui étaient signés n'étaient pas ceux qui étaient identifiés au registraire des entreprises du Québec. Et l'agence a plaidé que on n'a pas à faire cette vérification-là, d'aller voir est-ce que les administrateurs qui ont signé, ce sont les bons. Et la Cour nous a donné raison. Effectivement, on n'a pas à faire ce genre de vérification-là. Tout ce qu'on doit faire au niveau de la conformité, c'est regarder est-ce que j'ai le formulaire de résolution en bonne et due forme et dûment signé, puis ça finit là. On n'a pas à aller voir la validité ou la régularité de la résolution. Donc, je trouvais ça pertinent de vous donner un autre exemple. Donc, les donneurs d'ouvrage, les organismes publics n'ont pas à faire enquête. Ça ne veut pas dire de faire de l'aveuglement volontaire, il faut faire attention, mais quand on apprend des choses des soumissionnaires, moi, je dirais, on fait abstraction de ça, puis on se fie juste à ce que la soumission contient. En tenue de dossier, on a parlé, et je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient là à la dernière conférence que j'ai donnée avec mon autre collègue Edith Bro-Lalanne, sur l'accès à l'information, le traité également de tenue de dossier. Alors, le but aujourd'hui, ce n'est pas de revenir là, sur cette formation-là. Je pourrais vous parler de ça pendant une couple d'heures facilement. C'est plus attirer votre attention sur un volet, et particulièrement au niveau du comité de sélection des membres, d'avoir à l'esprit qu'il y a plusieurs documents qui émanent du comité. Alors, on parle d'une grille d'évaluation qui identifie les résultats obtenus, un rapport d'analyse comparative. Il pourrait y avoir un procès-verbal des différentes réunions là, du comité de sélection. Et dans ces procès-verbaux-là, on pourrait avoir des motifs intéressants sur l'analyse qui a été faite. Il y a les notes personnelles rédigées par les membres du comité, sur lesquelles je reviendrai, parce que ça, c'est un peu différent. Ce n'est pas nécessairement des documents là, qui émanent du comité, mais de certains membres. Et il y a le rapport préparé par le comité de sélection à l'intention de la direction générale, qui est la recommandation de dire, écoutez, octroyez le contrat à telle entreprise. Alors, je pense que c'est important pour les organismes publics, les établissements, de garder à l'esprit que toute documentation, vous connaissez la loi sur l'accès, on dit souvent dans le jargon la loi sur l'accès à l'information, mais c'est la loi sur l'accès aux documents qui contiennent l'information. Hein. Il faut qu'il y ait des documents qui existent pour pouvoir faire une telle demande. Alors donc, la loi sur l'accès aux documents prévoit que normalement, le principe, c'est que les documents d'un organisme public sont publics. Et il y a des exceptions. Et ça, c'est les exceptions, c'est pour faire travailler les avocats. Il y en a énormément dans la loi sur l'accès à l'information. Mais ce que je veux que vous reteniez comme comité de sélection, c'est que la documentation qui peut être produite par un comité, peut-être qu'elle ne sera pas disponible en vertu de la loi sur l'accès. Ne soyez pas surpris, fournisseurs ou soumissionnaires, si on vous fait une demande et on vous refuse l'accès à certains documents, il y a des exceptions qui existent. Mais ce que je veux que vous reteniez au niveau du comité de sélection, c'est que dans le cadre d'une poursuite, à ce moment-là, il y a certainement un risque que la documentation qui a été produite se retrouve dans les mains du soumissionnaire. Donc, je pense que c'est important au niveau des membres du comité, au niveau des gens, des secrétaires, des directions d'approvisionnement, services techniques, de bien informer les gens que cette documentation-là qui est produite peut se retrouver dans les mains. Et donc, d'un autre côté, de faire attention à ce qu'on écrit, d'écrire vraiment ce qui s'est passé dans le cadre du processus. Alors, il ne faut pas amener une confusion. Par exemple, je parlais des notes un petit peu avant, des notes personnelles rédigées par les membres du comité. Une note personnelle, c'est une note que j'écris pour moi. C'est la définition d'une note personnelle, j'ai besoin de faire des notes personnelles. Si je fais mon évaluation, on a parlé que chaque membre du comité de sélection devait faire une analyse individuelle avant de se rencontrer à ce moment-là. Si on écrit sur le document et qu'on remet le document aux autres membres, ce n'est plus une note personnelle.
Alors, je pense que ça, il faut garder ça à l'esprit. Si moi, je m'écris des notes dans mon agenda, maintenant, les agendas électroniques, c'est plus difficile, mais sur des papiers et tout ça, et je garde ça, c'est mes notes personnelles à moi. C'est le raisonnement que j'ai posé comme à titre de membre individuel d'un comité de sélection. C'est pas ça qui va être évalué à la Cour. Ce qui va être évalué, c'est le consensus qui a été fait parmi les membres du comité de sélection. Cependant, la politique exige que il y a une évaluation préliminaire soit faite par les membres. Alors, pour pouvoir attester qu'on a respecté le processus, bien, les membres du comité de sélection pourraient effectivement laisser au dossier cette analyse-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'établissements, on pourra en reparler, qui la conservent pour attester que cette évaluation-là a été faite. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que, il faut aviser nos gens qu'est-ce qu'ils écrivent dans ça. Bien, s'ils écrivent toutes sortes de choses, bien, ça peut être remis aux mains du fournisseur. Donc, ce qu'ils mettent dans ça, c'est les informations qui vont être divulguées aux membres du comité de sélection, dans un premier temps. Ça, c'est un élément qui est très important. S'ils veulent avoir des notes personnelles pour faire différentes analyses, qui fassent des notes personnelles, mais qui ne les remettent pas à ce moment-là aux autres membres, parce que s'ils les remettent, ça perd la qualité de notes personnelles et ça peut être accessible à ce moment-là. Au niveau de l'analyse sommaire aussi, et on parle de tenue de dossier, ce que j'ai vu, c'est qu'on va faire un procès-verbal, puis on va dire l'évaluation de la qualité a été faite par tel docteur, puis on joint en annexe ou on met au dossier l'analyse qui a été faite par le médecin. C'est pas ça qui est prévu dans la loi. Ce n'est pas une analyse d'un des membres du comité. Il faut que cette évaluation-là soit discutée en comité, soit analysée, soit confrontée, soit vraiment étudiée parmi les membres. Alors ça, c'est là-dessus que je vais attirer votre attention au niveau de l'analyse sommaire. Alors ce que moi je recommande, c'est de reproduire. Ça, c'est le rôle du secrétaire au niveau du procès-verbal ou du rapport, d'expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé au niveau du comité, quelle a été l'évaluation, quel a été le pointage, quels ont été les motifs pour lesquels on est arrivé à tel pointage par rapport à telle soumission et pour un autre soumissionnaire, on est arrivé à un autre pointage. Et si on fait ça, selon les règles de l'art, avec toute la jurisprudence que vous avez entendue au niveau des établissements, ça va devenir difficile de contester le processus que vous avez suivi. On veut avoir fait jouer la concurrence, on ne veut pas se retrouver en poursuite, ce n'est pas ça l'objectif. On veut avoir fait jouer la concurrence, on veut avoir fait une évaluation de bonne foi au niveau de la qualité et on veut avoir retenu le plus bas soumissionnaire. Alors, on ne veut pas prêter flanc à la critique en faisant peut-être au niveau de la documentation d'amener des informations qui finalement sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Par exemple, l'évaluation du médecin, peut-être toute son évaluation est bonne, mais il y a toutes sortes d'informations qui n'ont même pas été traitées en comité de sélection, qui se retrouvent au verso du document, et finalement, ça se retrouve au dossier. Alors, il faut être prudent lorsqu'on recueille toute la documentation au niveau du secrétaire, que ça reflète réellement le travail qui a été fait par le comité de sélection. Alors, ça m'amène à conclure et on vous laisse garder une bonne période de questions. On a déjà un petit peu commencé là, à y répondre. Au niveau, donc, conclusion, en principe, intervention limitée des tribunaux. Alors, ça pourra peut-être décourager des fournisseurs là, dans la salle, mais je pense que le but, et votre but, ce n'est pas de poursuivre des établissements. Votre but, c'est de donner des services, d'avoir un contrat avec les établissements, et on veut mettre l'accent sur le fait que le comité de sélection a bien fait son travail, et puis que oui, vous allez en perdre des contrats, puis vous allez en gagner aussi parfois. Et ultimement, pour les établissements, tout le monde va être gagnant, parce que le jeu de la concurrence, c'est ça le but de la loi, c'est le contrat des organismes publics, va avoir joué et on va avoir joué selon les règles du jeu, des règles qui sont claires et à ce moment-là, ça va faire en sorte de baisser les prix, c'est ce qui est visé, c'est tous nos impôts qui payent ça, c'est des deniers publics. Alors, contrôle et surveillance par le tribunal de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du comité. Alors, on va intervenir, le comité agit sans compétence ou a autrement excédé sa compétence, donc s'il est allé dans un champ qu'il ne devait pas aller, lorsqu'il n'a pas respecté les règles du document d'appel d'offres, donc ne s'est pas conformé à la procédure prescrite.
a poursuivi une finalité impropre, a agi de mauvaise foi ou par malice ou de façon discriminatoire, c'est une preuve que le fournisseur doit faire. C'est un fardeau qui est lourd pour poursuivre dans ce type de dossier-là. Mais on a vu que, par exemple, l'immobilière, ça a été réussi pour le soumissionnaire qui poursuivait une ville, mais c'est sûr que les sommes en jeu étaient assez importantes parce que ça a dû coûter très, très cher pour juste recueillir tous les faits dans ce dossier-là. Et le comité agit de façon injuste, notamment en omettant d'examiner les faits ou de façon déraisonnable ou absurde. Alors donc, évidemment, le tribunal pourrait intervenir dans de telles circonstances. Ce qu'il faut garder aussi à l'esprit au niveau du tribunal, et moi ça je veux que vous le gardiez en tête, surtout les soumissionnaires, lorsqu'on n'est pas d'accord, et ça l'arrive souvent, on n'est pas d'accord avec l'évaluation de la qualité, on a eu des exemples avec General Electric ou avec d'autres, alors ça devient difficile si, par exemple, on vous a mis une note de 72, puis on se dit, un peu comme on était à l'école, à l'école, on avait un examen 79, puis on allait voir le professeur pour essayer d'avoir 80, 81, 82. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Il faut vérifier si le processus a été suivi, et si le processus a été suivi en bonne et due forme, bien à ce moment-là, les règles du jeu ont joué, et malheureusement, cette fois-là, ça ne sera pas votre tour, mais il y aura d'autres occasions pour vous dans d'autres établissements, auprès d'autres organismes publics.